Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos avec vous. Et dans la série On en a marre du cinéma d'aujourd'hui et on redécouvre avec étonnement et avec surprise les vieux classiques du cinéma français. Voici aujourd'hui Les Portes de la Nuit de Marcel Carné, sorti en 1946. Alors Marcel Carné, lui, il savait faire du cinéma, Marcel Carné. Il savait ce que c'était qu'un cadrage, il savait ce que c'était qu'une belle photo, qu'un dialogue. D'ailleurs, pour les dialogues des Portes de la Nuit, il a pris son vieux complice, Jacques Prévert, qui n'était pas un débutant en la matière et qui a aussi signé le scénario par-dessus le marché. Et puis les chansons. Les Portes de la Nuit, pour nous, c'est le dépaysement garanti, mesdames et messieurs. Il y a dedans le tout jeune Yves Montand, 25 ans à peine, qui joue le rôle principal. Beau gosse, le Montand, quand il était jeune, on ne peut que le reconnaître. Il avait toutes les raisons d'avoir tapé dans l'œil de Carné. Il y a un mélange de charisme dans son jeu, d'expressivité maîtrisée, en particulier dans les traits du visage. Et puis, il y a une sorte aussi de maladresse, c'est assez drôle, sans qu'on puisse décider et savoir si elle serait due à une relative inexpérience de l'acteur. Il était encore jeune, peut-être qu'il était en train d'apprendre encore. Si c'est dû aux dialogues de Prévert, qui sont peut-être par moments un peu trop écrits, un peu trop littéraires. On a l'impression que les auteurs récitent des phrases à certains moments. Enfin, il y a un peu cette tendance. Ou simplement, est-ce que c'est dû à la façon du temps, à la manière de jouer qui correspond à l'époque et qui ne nous est plus familière aujourd'hui. Alors, toujours est-il que ça a ce charme fou, les Portes de la Nuit, au niveau du jeu d'acteur, de quelque chose qui est un petit peu vieillot, qui a un peu vieilli, un mélange de talent et de maladresse. Et puis avec un titre comme ça aussi, Les Portes de la Nuit, c'est un titre très évocateur, ça appelle des visions oniriques, ça appelle des enfantements obscurs, ça appelle des initiations nocturnes. Il y a quelque chose dans les titres de Prévert, le jour se lève, les portes de la nuit, les visiteurs du soir, les enfants du paradis. Il savait trouver des titres, ce Carné. Et les personnages, alors cependant, on va parler un petit peu de ce qui m'a moins plu, moi, dans le film. Les personnages et le scénario, je les trouve assez caricaturaux. Ils apparaissent dans un premier temps comme assez pauvres et simplifiés, à la fois les personnages et le scénario. Oui, en effet, deux camps. Il y a deux camps assez bien délimités. Celui des enfants qui s'aiment, des personnages au cœur tendre, dont l'âme est ouverte sur tous les mystères du monde et sur le sentiment amoureux. Et puis il y a le monde de l'argent, représenté par des personnages avares ou pingres, qui placent la richesse matérielle ou le compte de numéraire au-dessus de toutes les autres valeurs. Et ceux-là ont l'âme fermée et ils seront incapables de s'ouvrir à la douce extase de la simplicité et de l'ignorance. Les bons et les mauvais, ça c'est une recette bien connue pour que tout le monde suive. Mais ils appartiennent donc à ces deux catégories bien distinctes. Et cette distinction est renforcée par un thème brûlant et redondant en 1946, les résistants contre les collabos, ou plus largement les victimes, au sens large de l'occupation, contre ceux qui en ont profité, voilà, les profiteurs. D'accord. Donc on est dans un parti pris idéologique qui manque, à mon avis, de subtilité, de profondeur et de nuance. Mais peut-être en fait que ce n'est pas le propos, parce qu'il se passe quelque chose de tout à fait différent au bout d'un certain temps. Il y a une véritable magie dans ce film. À un certain moment, la poésie de la paire Carné-Prévert opère. Il y a la poésie des images, il y a la poésie du jeu d'acteur, un peu désuet, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la poésie des dialogues, un peu écrits peut-être, un peu trop poétiques, mais enfin bon, ça choque au départ peut-être, et puis après on s'y habitue. Et puis il y a la poésie de la narration scénaristique, c'est une histoire bien racontée, dans laquelle on se laisse embarquer, confiant que nous devenons progressivement en la capacité de cette histoire à siphonner notre imagination et à l'attirer sans effort là où elle doit venir, c'est-à-dire jusqu'aux portes de la nuit.
Les personnages se croisent dans ce film et se recroisent de façon insistante, un peu à la manière d'un huis clos théâtral, même si c'est pas un huis clos, mais ça se passe dans un quartier. Hein. Et genre, ah tiens non, on se retrouve, comme on se retrouve. Mais ça finit par tisser les fils d'une grande toile d'araignée où le destin se déplace à sa guise. D'ailleurs, il y a une allégorie du destin aussi. Certains trouveront la mort dans cette histoire, dans cette nuit, évitable en dépit des mises en garde du destin précisément, et d'autres rencontreront la plus belle fille du monde, même si cette rencontre sera irréelle et fugace. Et puis, ce film également m'a inspiré un peu de réflexion politiquement incorrecte. Carnet a été accusé par les deux camps, en 1946, les résistants et les collabos, et pas que pour ce film d'ailleurs. Par les deux camps, il a été un peu mis sous le feu de la critique. Il a été accusé d'être un peu trop ambigu dans son message. Mais bon, laissons un peu ces polémiques d'un autre âge, dirais-je, et ouvrons les yeux sur le monde, même si nous sentons que ce regard sur ce qui est risque d'être mal interprété. Et si nous avons dès avant que de le porter, ce regard, l'envie de nous auto-censurer. Parce que le film se passe dans le quartier de Barbès et de Stalingrad, à Paris, le long du parcours de la ligne de métro aérien. Pour moi, ce film, c'était très intéressant. À titre personnel, puis dans ce quartier, ça a été le mien. J'y ai habité d'assez nombreuses années. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce quartier. Et donc, en regardant le film, j'étais à l'affût de l'architecture, de l'urbanisme, des ressemblances, des différences, en tout ce qui a changé depuis 1946 jusqu'à maintenant. L'ambiance, ces vieux films sont là aussi pour nous dépayser. Ça fait partie du plaisir qu'on a à les voir aujourd'hui. Et moi, précisément, du plaisir que j'avais à voir ces lieux qui étaient des lieux très bien connus. Le trafic automobile, par exemple, en 1946, à la place Stalingrad, c'est encore une image de l'âge d'or par rapport au chaos actuel, où tout est plus lent, tout est plus fluide. On croirait une grosse ville de province. Et puis Barbès, en 1946, figurez-vous qu'il n'y a pas un seul arabe, que des Français, pur jus, avec la gouaille et tout, l'accordéon, l'harmonica, tout le tremblement. Et même si le film a été partiellement tourné en studio, les figurants qu'ils ont utilisés devaient bien quand même correspondre à la réalité du peuplement, à la réalité sociologique. Oui, en 1946, on est avant le déclenchement des premières grandes vagues d'immigration massive suite à la guerre d'Algérie. Alors moi, j'aime bien les Arabes, j'aime bien les Arabes de Barbès et les Arabes d'ailleurs aussi. J'en ai même parmi mes amis. Non, mais alors j'arrête, je vais pas dire ça parce que sinon vous allez tout de suite me classer dans une catégorie tiroir. Non, mais sérieux, j'ai rien contre eux. J'aime bien la différence culturelle. J'aime bien, je trouve que c'est même très très enrichissant. Et surtout le respect qui s'instaure entre les gens qui ont des valeurs, même si ces valeurs sont différentes, surtout si ces valeurs sont différentes, et surtout si les gens sont différents, puisque à ce moment-là, c'est la condition pour qu'il y ait un échange et pour qu'il y ait une altérité. Mais aujourd'hui, avec à l'heure des idéologies dissolutrices, du métissage généralisé, où on confond respect de l'autre avec son annulation, sa dissolution en tant qu'autre, dans une espèce de partage universel purement fictif, où on ferait tous partie d'une matrice collective de potes, et puis on dirait « touche pas à mon pote », et puis et « touche pas à mon pote », et on pense sous forme de slogan, comme ça, et où plus personne n'est relié à rien de réel, à aucun ancrage terrien, racial, je sais pas, à aucun lignage, à aucun clan. On se retrouve tous des frères, mais des frères en déshérence, dans un espèce de bouillon, où il y a une compétition au conformisme, et où le conformisme suprême, c'est d'être tolérant. Voilà, aujourd'hui, il devient même tendancieux de parler du monde d'avant l'immigration, de simplement rappeler que ces vagues, et ce film nous le rappelle par la bande, que ces vagues d'immigration sont le fruit non pas d'une causalité aveugle, non pas d'une fatalité, quelque chose qui doit être comme ça, mais d'un ensemble de forces, d'un ensemble de mouvements socio-économiques, le produit d'une histoire, le produit d'une géopolitique, que la pensée, par rapport à quoi la pensée ne doit pas se soumettre, mais que la pensée doit prendre pour objet de sa réflexion, tout simplement. On doit s'autoriser à penser. Et à penser sur ces sujets-là, comme sur n'importe quel sujet d'ailleurs. Bref, peu importe, je m'embarque loin de mon sujet de départ. Le charme de ces vieux films est aussi de nous faire voir parfois, par la bande, que le monde n'a pas toujours été tel qu'il est aujourd'hui. Et que par extension,
Mais c'est là pour les penseurs les plus hardis. Il ne sera pas non plus demain tel que nous le voyons aujourd'hui. Les portes de la nuit, mesdames et messieurs, c'est un petit bijou plein de charme. J'oubliais aussi, il y a le tout jeune Serge Reggiani, il y a plein de choses vraiment intéressantes. Il y a le tout jeune Serge Reggiani, et puis il y a la chanson de Prévert, hein, Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, qui ponctue le film, et qui est chantée par Yves Montand lui-même. Mesdames et messieurs, la culture, c'est de la miel. Gardez-vous.